je vous propose de démarrer ce webinaire en vous souhaitant la bienvenue. Voilà, c'est aujourd'hui notre webinaire de rentrée au niveau de Via Compétences, et ce webinaire va porter sur le thème du décrochage scolaire. Ce webinaire est d'ailleurs intitulé « Le décrochage scolaire, quels enjeux après la crise ?» puisqu'on est sur une thématique très forte que nous allons tenter en fait de vous expliquer tout au long de ce webinaire. Donc, je m'appelle Boris François, je suis responsable du service aide à la décision à Via Compétences et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de 3 intervenants experts du sujet qui vont se présenter en fait dans quelques instants. Avant, je souhaitais simplement vous donner quelques éléments de contexte, vous dire qu'en fait ce webinaire n'était pas prévu initialement dans le cadre de notre diplôme de professionnalisation, mais dans le cadre en fait de réunions institutionnelles que nous avons eues au mois de juin avec les principaux acteurs qui travaillent sur les thématiques du décrochage scolaire et du raccrochage en formation et en emploi. Il nous a semblé important en fait de mieux communiquer à destination des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation sur les actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre le décrochage et dans le cadre de la mise en œuvre d'actions en faveur du raccrochage en formation et en emploi. Et donc en juin, on a validé en fait le principe d'organiser à la rentrée 2 webinaires sur le décrochage scolaire. Un qui va porter aujourd'hui sur les enjeux du décrochage, notamment avec tout ce qui se passe actuellement. Et on aura ensuite un deuxième webinaire qui aura lieu le mardi 24 novembre 2020 et qui portera plus spécifiquement sur la mise en œuvre de l'obligation de formation. Donc 2 cycles de webinaires vraiment pour vous aider à vous professionnaliser sur cette thématique et vous donner de l'information sur ce sujet. Comme je le disais tout à l'heure, décrochage scolaire, un thème important, un enjeu de société. À travers les études que nous réalisons à Via Compétences, on observe chaque année plus de 12 000 jeunes en fait qui sont non retrouvés en formation un an après, enfin pas un an, mais l'année suivant la formation. 12 000 ne sont pas retrouvés et 6 000 sont identifiés comme étant décrocheurs et accompagnés par les acteurs institutionnels de lutte contre le décrochage scolaire et de faveur et de mise en œuvre des actions en faveur du raccrochage en emploi et en formation. Et en 2020, avec tout ce qui s'est passé autour du Covid, on anticipe certainement une amplification de ce phénomène. D'où l'importance pour nous de communiquer auprès de vous, professionnels, sur tout ce qui peut être mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène de décrochage scolaire. Et ce premier webinaire, donc, va porter plutôt sur un cadre, c'est-à-dire qu'est-ce que le décrochage scolaire. On va revenir sur la définition du décrochage. On va vous présenter quels sont les principaux acteurs institutionnels qui interviennent sur cette thématique. Et ensuite, on parlera des enjeux actuels et des solutions qui sont actuellement mises en œuvre pour lutter contre le décrochage scolaire. Donc, c'est exactement en fait de cette manière que nous avons décidé de découper le webinaire. C'est vrai qu'on m'entend en double. Pardon, merci. Donc, 3 parties. Qu'est-ce que le décrochage scolaire? Qui sont les principaux acteurs institutionnels et leur domaine d'intervention? Et une dernière partie sur les enjeux actuels de la lutte contre le décrochage scolaire et les actions en faveur du raccrochage en formation et en emploi. Et donc, pour intervenir sur ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter 3 intervenants experts sur le sujet. Donc, je vais vous laisser à chacun, Xavier, Vanessa, Rémi, vous présenter, vous dire de quelle structure vous faites partie et quel est votre rôle par rapport à la thématique du jour. Eh bien, Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Xavier Berthéas. Je suis coordonnateur technique à l'Association régionale des missions locales Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'interviens notamment sur les thématiques de l'orientation, de la formation, du décrochage scolaire et du raccrochage en formation. Merci Xavier. Vanessa? Bonjour, Vanessa Bertrand-Coulougnan. Je suis responsable du service pilotage des outils pédagogiques à la direction de l'éducation et des lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Rémi? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Rémi Noisier, je suis délégué régional information et orientation adjoint au niveau de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis responsable du site de Clermont-Ferrand qui est plus en charge des politiques publiques pour l'éducation nationale de lutte contre le décrochage scolaire. Ça marche. Donc, j'ai vu dans le chat qu'il y avait un petit problème d'écho, alors j'ai essayé de décaler un peu ma pieuvre. Vous nous direz si ça fonctionne mieux. Et ensuite, on verra si on peut faire d'autres choses. Vous dire que n'hésitez pas à utiliser le chat
pour poser vos questions aux intervenants. Et à la fin de chaque partie, je sélectionnerai une partie de vos questions que je poserai aux intervenants. Donc, je vous propose sans plus tarder de démarrer avec une première partie qui va nous permettre de comprendre ce qu'est le décrochage scolaire, quelles en sont ses causes et quels sont les principaux enjeux autour du décrochage scolaire. Donc, je vais donner la parole à Rémi. Merci. Alors, on va commencer par la définition du décrochage scolaire, hein, qui est lié, en fait, qui est dans le Code de l'éducation. Et cet article du Code de l'éducation nous dit qu'en fait, sont considérés comme décrocheurs scolaires tous les jeunes qui ont fini la scolarité obligatoire et qui quittent le système de formation, hein, que ce soit l'éducation nationale, l'enseignement agricole ou un centre de formation par apprentissage, sans avoir obtenu au moins un diplôme de type CAP ou BEP, donc un diplôme à finalité professionnelle de niveau 3, qui n'ont pas, bien évidemment, et qui ont quitté la formation dans laquelle ils étaient sans être réinscrits dans un autre cycle de formation. Voilà, donc sur la diapositive suivante, on va pouvoir passer d'emblée aux causes du décrochage scolaire. Les causes du décrochage scolaire, en réalité, elles sont multifactorielles, mais les facteurs peuvent être classés en deux grandes catégories. Il y a les facteurs qui sont externes au système scolaire et des facteurs qui sont internes au système scolaire. Et souvent, un jeune va décrocher pour plusieurs raisons qui sont à la fois externes et internes. Alors, dans les raisons externes, on a bien évidemment des difficultés économiques de la famille, les difficultés sociales, des ruptures familiales. Et comme cause interne, on aura bien évidemment l'échec scolaire précoce. Hein, la grande difficulté scolaire est nécessairement, malheureusement, source de décrochage scolaire. Et toutes les incidences des interactions du jeune avec l'institution scolaire. Par exemple, les phénomènes de harcèlement scolaire qui ne vont pas être pris en charge à temps, l'offre de formation qui ne répondra pas aux souhaits d'orientation du jeune. Voilà, diverses raisons qui font que le jeune décroche. Alors, je vous renvoie vers éventuellement le petit Que sais-je de Pierre-Yves Bernard, qui est très bien fait sur les causes du décrochage et les enjeux du décrochage scolaire. Dans la diapositive suivante, nous allons passer aux enjeux généraux de la lutte contre le décrochage scolaire. Alors, le décrochage scolaire, c'est d'abord un enjeu social. Il y a risque de marginalisation, de rupture face aux institutions. En effet, les jeunes que nous perdons complètement de vue, hein, qui deviennent complètement injoignables après les procédures de repérage que nous évoquerons plus tard, risquent de devenir complètement invisibles pour la société. Donc, c'est un enjeu fort de pouvoir effectivement traiter à sa source le décrochage scolaire. C'est aussi un enjeu économique, puisque à titre d'exemple, je peux vous dire que les études du CEREC montrent qu'un non-diplômé a 2 fois plus de risques d'être au chômage qu'un titulaire d'un diplôme de niveau CAP. Et puis, c'est un enjeu financier, c'est un manque à gagner pour l'appareil de production, et on estime qu'un décrocheur scolaire coûte sur toute sa vie 230 000 €. C'est bien évidemment un enjeu humain pour la personne elle-même, hein, qui va souffrir, qui va avoir le sentiment d'un échec en termes d'estime de soi. Et puis pour nos pouvoirs publics, c'est un enjeu politique puisqu'il s'agit de garantir l'égalité des chances face aux inégalités et aux territoires qui vont décrocher, qui vont être bien évidemment très différents selon leur situation économique. Et on l'a bien vu dans les manifestations du début de l'année 2020. Alors, si on veut bien quelques chiffres à présent sur la diapositive suivante. Donc, comme vous l'a dit Boris, nous travaillons chaque année conjointement, donc avec les missions locales et les services de la région, pour travailler sur le système de repérage. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, on repère chaque année 12 000 jeunes qui ne sont plus en formation alors qu'ils étaient inscrits dans une formation l'année précédente. Et donc, ils répondent à la définition puisqu'ils n'ont pas obtenu le diplôme au moins de niveau CAP. Alors, ces 12 000 jeunes, dans un premier temps, ils sont simplement non retrouvés en formation. Et là, on a un gros travail de toilettage en fait, de cette liste de 12 000 jeunes pour vérifier qu'ils sont effectivement retournés en formation. Le système d'information qui nous donne ce chiffre et ces listes
ne sont pas encore complètement fiables, et puis la situation du jeune a pu changer au moment où la photographie a été faite. Donc en réalité, 52% de ces 12 000 jeunes sont déjà en solution lorsqu'on les recontacte. Il nous en reste donc environ 48% à accompagner, et sur ces 48%, en réalité, il y en a la moitié qui ont un accompagnement par une mission locale, par la mission de lutte contre le décrochage scolaire, voilà, par différents acteurs. Donc en réalité, il nous en reste, alors c'est déjà beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins par rapport à 12 000, qu'environ 3 000 qui en réalité sont contactés sans résultat et sont injoignables et refusent l'accompagnement. Voilà pour peut-être une première partie concernant cette définition du décrochage scolaire. Donc je pense que j'ai un petit peu de temps, si j'ai bien suivi, pour répondre à une ou deux questions dès à présent, Boris. Oui, donc j'ai demandé via le chat justement s'il y avait des questions. Il y en a pas pour l'instant. Simplement vous dire que pour aller plus loin par rapport à ce qu'a présenté Rémi, voilà, n'hésitez pas à lire le livre de Pierre-Yves Bernard, qui est vraiment un livre très synthétique et très pertinent sur le sujet du décrochage scolaire. Et j'ai mis aussi en support de téléchargement l'étude en fait qui a été réalisée par Via Compétences avec les partenaires ici présents et qui nous permettait en fait d'observer le phénomène du décrochage en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc n'hésitez pas à télécharger dès maintenant les supports. Et donc on a un complément d'information de la part d'Anne Mességuet, qui est chargée de mission régionale prévention et lutte contre l'illettrisme, qui nous demande de ne pas oublier les jeunes en difficulté avec les compétences de base repérées lors de la JDC, environ 3000 jeunes par an en région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, effectivement, si je peux compléter, on a un travail effectivement à faire au moment de ces JDC, puisque effectivement les jeunes subissent des tests de lecture, enfin entre autres, et donc pour ce qui concerne en tout cas les jeunes qui sont en formation dans l'éducation nationale, ces données nous remontent, et donc après on met en place un accompagnement spécifique pour pallier effectivement ces difficultés. Donc effectivement la JDC est un moment où l'institution peut aussi repérer les jeunes qui sont en grande difficulté scolaire et potentiellement des décrocheurs. Ça marche, ça y est, si on a je une peux liste apporter une petite précision. Effectivement, il y a un certain nombre de jeunes gens qui, au moment des journées défense citoyenneté, ne sont déjà plus dans des situations de scolarisation. Et effectivement, les jeunes gens qui sont repérés effectivement en situation de difficulté avec les compétences socles au moment de la JDC, il leur est proposé de prendre contact avec le réseau des missions locales de manière à ce qu'ils puissent rentrer effectivement dans un accompagnement et ne pas devenir ce qu'on appelle de l'anglicisme des NEET, c'est-à-dire des jeunes qui sont sans emploi, sans parcours de formation ou sans situation d'accompagnement. Merci pour ce complément, Xavier. On a deux questions via le chat. Une première, une demande de détailler le coût financier d'un décrocheur par rapport à la somme en fait que tu avais présentée, Rémi. Est-ce que c'est possible d'en dire un petit peu plus? Alors non, je peux pas vraiment en dire beaucoup plus parce que c'est en fait une étude du CEREC, donc c'est vrai que c'est sûrement une estimation et je vais renvoyer à cette étude en fait. Voilà, on estime que le coût de la vie, enfin le coût pour la société d'un décrocheur est de 230 000 euros. Voilà. J'ai malheureusement pas plus, je suis pas économiste et je suis bien désolé de pas pouvoir aller plus loin dans le détail de ce calcul, mais voilà, ce sont des économistes qui ont estimé ce coût à 230 000 euros. D'accord. Je vois qu'il y a une petite question de précision aussi sur les chiffres clés en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport au pourcentage des 47% qui font plus de 3 000 restants. Pour bien vous expliquer le schéma, en fait, il y a 52% des 12 000 qui ont été contactés qui ont une solution. Et en fait, après, il reste 47%. Et sur ces 47%, en fait, il y en a 3 000 dont on a des nouvelles et on sait qu'ils sont sans solution. Et il y en a 3 000 autres qui ne répondent pas et donc on n'a pas de nouvelles et on imagine qu'ils sont sans solution également. Ce qui fait 6 000 personnes et ce qui fait nos 47%. C'est ça. Une dernière question pour Rémi. Le décrochage a-t-il réellement un lien avec l'origine sociale? Malheureusement, oui, mais pas seulement. Voilà, hein, si je reprends les causes en fait du décrochage, dans la mesure où
la situation sociale de la famille est une cause externe, la situation économique de la famille est une cause externe du décrochage, la réponse est oui, mais pas seulement, puisque nous avons aussi, il y a aussi des jeunes qui décrochent, qui sont de catégories socio-professionnelles très favorisées. Et ils décrochent pour des raisons qui peuvent être plus internes à l'école ou externes aussi liées à leur situation de santé, psychologique. Enfin voilà, le décrochage est vraiment multifactoriel. Malheureusement, effectivement, les décrocheurs sont plus nombreux lorsque, voilà, dans les catégories socio-professionnelles de parents moins aisés. Ok, je vais prendre une dernière question. Je peux même y répondre d'ailleurs. C'est comment cela se répartit entre les grandes villes et les zones rurales. Ce que l'on voit à travers les études sur le décrochage scolaire, c'est qu'en fait le nombre de décrocheurs est évidemment plus important dans les grandes villes, mais si on prend la proportion du décrochage par territoire, on voit que le décrochage en pourcentage de jeunes répartis sur le territoire est plus important sur les zones rurales. Et moi, je vous renvoie aussi effectivement à l'étude de Via Compétences qui zoome en fait sur l'atlas des risques sociaux d'échec scolaire par académie. Et du coup, vous avez aussi le lien qui est fait entre ces risques sociaux d'échec scolaire et le décrochage scolaire. Donc, la réponse à la question précédente est oui. Et bien évidemment, je rejoins ce que Boris vient de nous dire. Super, merci. Je vous propose de continuer, d'enchaîner sur notre deuxième partie, qui va maintenant nous permettre d'en savoir plus sur qui sont les principaux acteurs institutionnels et quels sont leurs domaines d'intervention en termes de lutte contre le décrochage scolaire et de mesures en faveur du raccrochage en emploi ou en formation. Et je vais continuer à laisser la parole à Rémi qui va introduire cette partie. Merci. Alors effectivement, le schéma que vous voyez montre quelque part le parcours en fait de la lutte contre le décrochage scolaire. Donc dans un premier temps, sur les deux premiers items prévention-intervention, le jeune est encore dans le système de formation. Et puis ensuite, malheureusement, il en sort et il faut que les pouvoirs publics le repèrent et dans un dernier temps remédient à sa situation. Donc la prévention, c'est l'ensemble des mesures qui visent à traiter la racine des problèmes que pourrait entraîner un abandon précoce. Et l'intervention, ce sont les dispositifs et les mesures qui ont pour but de résoudre toute difficulté pouvant surgir dans le parcours des élèves. Alors quelques exemples, la prévention, j'y reviendrai un petit peu plus loin dans le rôle, puisque c'est uniquement le ressort de l'éducation nationale, enfin en tout cas du système de formation, puisque les jeunes sont encore en scolarité. Voilà, sinon on ne pourrait pas prévenir du décrochage scolaire. Et l'intervention, c'est souvent on intervient conjointement, par exemple entre l'éducation nationale et la région, en agissant sur la carte des formations pour ouvrir ça ou là plus de places, par exemple en voie professionnelle, lorsqu'on a une demande forte à tel ou tel endroit. Voilà. Donc, ce qui évite en fait de créer des insatisfactions et des jeunes qui seraient effectivement orientés sur un projet un petit peu différent de celui qu'ils voudraient. Le repérage est l'affaire de la région et en lien avec l'éducation nationale et les missions locales. On identifie les jeunes de plus de 16 ans qui sont inscrits dans une formation de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou un CFA à une année scolaire et qui ne sont pas en formation l'année suivante, qui répondent à la définition sans avoir obtenu le diplôme de niveau 3. Et la remédiation, c'est toutes les solutions, toutes les actions, tous les dispositifs qui permettent d'offrir à ceux qui ont quitté prématurément le système de formation de nouvelles possibilités d'obtenir une qualification ou un emploi. Alors la diapositive suivante en fait vous donne les définitions que je viens de vous livrer et que j'ai illustrées avec le schéma précédent. Donc on doit pouvoir effectivement passer pour que je puisse vous développer un peu plus le rôle de l'éducation nationale. Alors c'est bien évidemment un acteur institutionnel majeur. Sachant que nos ministres, que ce soit ministre de l'enseignement secondaire ou ministre de l'enseignement supérieur, accentuent fortement leurs actions sur la prévention
ce qu'on appelle la persévérance scolaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir avant que le jeune ne sorte de la classe et ne sorte de l'école. Donc on va inciter très fortement les enseignants, que ce soit du primaire ou du secondaire, à être très vigilants sur la maîtrise des fondamentaux, le socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Les équipes de vie scolaire dans les établissements doivent être vigilantes au climat scolaire, puisqu'on l'a dit précédemment, les phénomènes de harcèlement scolaire peuvent complètement être source de décrochage scolaire. Et on demande bien évidemment aux enseignants aujourd'hui de plus en plus d'avoir une pédagogie qui est adaptée aux besoins des élèves. Et ça rejoint aussi ce que disait Anne Mességuet tout à l'heure dans sa question. Voilà, les difficultés de lecture, on est dans la maîtrise des fondamentaux. Voilà, donc dans les classes, on a une politique de lutte contre le décrochage scolaire en faisant effectivement tout ça. Dans les établissements scolaires, on agit aussi avec les réunions de groupes de prévention du décrochage scolaire, en étant parfaitement vigilant aux premiers signaux faibles du décrochage. Alors le harcèlement, j'en ai parlé, mais l'absentéisme aussi. Les élèves dont on voit effectivement qu'ils commencent à quitter l'école, souvent, si on ne traite pas le problème à la racine, on risque effectivement d'être face à un jeune qui va décrocher. Et donc, toutes ces actions se retrouvent forcément au niveau académique, puisqu'on met en œuvre un certain nombre de plans académiques. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus tard avec l'exemple de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, dans les académies, on forme les personnels à la politique en fait, de lutte contre le décrochage scolaire par un certificat de professionnalisation d'enseignants, de conseillers principaux d'éducation, de conseillers d'orientation psychologue qui vont être motivés pour travailler sur ces questions. Voilà, je vous remercie. Donc, j'ai terminé sur le côté éducation nationale et je laisse la parole à Xavier pour les missions locales. Peut-être juste Rémi avait un schéma. Oui, excusez-moi. Tout à fait, oui, j'avais oublié ce schéma. Donc, comment est-ce qu'on repère et on traite ensuite le décrochage scolaire? Alors, mon schéma a l'air un petit peu complexe comme ça, donc il faut vraiment le regarder de la droite vers la gauche, du repérage à la recherche de solutions multipartenariales jusqu'aux solutions et du bas vers le haut. Alors, les décrocheurs sont repérés dans les établissements scolaires à tout moment de l'année par la réunion, je le disais tout à l'heure, de groupes de prévention du décrochage scolaire qui vont analyser et pouvoir peut-être déjà identifier des situations de pré-décrochage scolaire. Et on va essayer de trouver des solutions en interne dans les établissements scolaires, avec notamment des parcours aménagés de formation initiale. Permettre à un jeune de quitter de souffler, de sortir de la classe quelques jours, aller en entreprise, travailler sur son projet d'orientation, essayer de dégoter un contrat d'apprentissage. Voilà, ça c'est des adaptations qu'on peut mettre en place pour pallier à tout moment de l'année au risque de décrochage. Et sinon, les jeunes décrochés sont repérés ensuite 2 fois par an, jusqu'à présent 2 fois par an, bientôt 4 fois par an, par le système interministériel d'échange d'informations. Donc c'est un système informatique qui compare les bas élèves de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole et des CFA, et qui vérifie en fait que les jeunes présents l'année N-1 sont bien présents à nouveau en formation l'année N. Voilà, donc de manière à justement avoir cette fameuse liste, alors pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, de 12 000 non retrouvés en formation. Et ces listes sont transmises ensuite aux plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, les PSAD, qui traitent ces listes, contactent les jeunes et vérifient leur situation. Et pour ceux, effectivement, qui sont réellement décrocheurs, qui les accompagnent vers une recherche de solutions dans l'éducation nationale, alors il y a des exemples, ou hors éducation nationale. Et on a ensuite certaines particularités dans les académies, au-delà de cette politique nationale que je viens de vous exposer, avec des sessions de suivi de l'orientation. On demande aux jeunes qui n'ont pas de solution, par exemple, d'aller dans les CIO pour faire des systèmes de bourses aux places vacantes ou des travaux partenariaux avec des CFA, des entreprises locales, etc. On a au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes une application qui permet de
repérer en temps réel les décrocheurs et les décrochés, qui est partagé avec nos centres d'information et d'orientation, les missions locales, pour accentuer ce repérage tout au long de l'année pour pouvoir effectivement communiquer ensemble dans la recherche de solutions multipartenariales pour une solution adaptée pour le jeune. Voilà, cette fois j'en ai terminé, je vous remercie. Bien, merci Rémi pour cette présentation très claire. Juste avant de passer la parole à Xavier, juste vous dire pour les participants, donc je vois qu'il y a un flux de questions qui arrive. Certaines des réponses à vos questions vont être présentes dans les prochaines diapos. Et ensuite, moi, j'attendrai la fin de cette partie sur les acteurs institutionnels et leur domaine d'intervention pour poser les questions restantes en fait aux intervenants. Donc Xavier, tu vas nous parler du merci. Donc en ce qui concerne le réseau des missions locales, donc vous l'avez compris, comme Rémi l'a très bien précisé précédemment, nous allons intervenir, nous, à partir du moment où les jeunes vont être en situation de sortie et de décrochage du système scolaire, à la fois sur la dimension repérage à travers les plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs, on y reviendra dans quelques minutes, et puis évidemment sur la partie remédiation, puisque le réseau des missions locales constitue vraiment le premier réseau d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont donc quitté le système scolaire et qui, à un moment, souhaitent bénéficier d'un appui, d'un véritable accompagnement par des professionnels par rapport à une réflexion sur un projet d'accès à l'emploi, d'accès à la formation et plus globalement d'autonomie. Les missions locales, évidemment, comme Pôle emploi ou Cap emploi, sont des structures membres du service public de l'emploi. Elles sont aussi, elles participent au service public régional de l'orientation et sont évidemment labellisées au titre du Conseil en évolution professionnelle. Il y a 435 missions locales en France. Donc, les missions locales sont nées en 1982. Ce sont des structures associatives qui existent partout sur le territoire. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, la carte que vous avez sous les yeux vous montre les sièges des 61 missions locales qui sont présentes en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des structures avec un ancrage local, comme leur nom l'indique, très fort, puisque elles sont créées à l'initiative des communes ou de groupements de communes. À ce titre, les associations sont d'ailleurs présidées par des élus, donc des politiques. Et du point de vue des publics, le passage, entre guillemets, par une mission locale n'est pas une obligation. L'idée, c'est vraiment, on est déjà dans l'idée de rendre les jeunes acteurs de leur parcours, et c'est bien parce que le jeune a une démarche volontaire qu'il vient, entre guillemets, pousser la porte de la mission locale. Évidemment, comme on est dans une logique de territoire et de localisation importante, eh bien, on ne choisit pas, entre guillemets, quand on est un jeune, on ne choisit pas une mission locale ou une autre, on dépend bien d'une mission locale en fonction de son territoire de résidence. Voilà. Et les missions locales bénéficient évidemment d'un certain nombre de soutiens financiers de la part de l'État, de la part des régions, de la part des communes, puisque, vous l'avez compris, elles sont nées du fait de la volonté des communes, et puis évidemment d'autres collectivités, parfois, voire de l'Union européenne. Et on évoquait la question des acteurs institutionnels, mais aussi des acteurs non institutionnels. Une mission locale, évidemment, elle va travailler avec les acteurs présents sur son territoire. Nous bénéficions au niveau national et donc en déclinaison d'une convention, par exemple, avec Pôle emploi, mais une mission locale, elle va évidemment travailler avec les organismes de formation de son territoire, avec les structures de prévention de son territoire, avec les entreprises, évidemment, de son territoire aussi. Et dans la diapositive suivante, je vais vous présenter un schéma global de fonctionnement, entre guillemets, des missions locales. Mais comme vous l'avez compris, dans une mission locale, eh bien, chaque mission locale est autonome et dans son fonctionnement et dans son organisation. Mais voilà, néanmoins, il y a quelques grands principes que vous retrouvez synthétisés dans cette diapositive. On est bien sur l'idée d'un jeune qui, entre 16 et 25 ans, à un moment, va sortir du système scolaire et de manière donc prématurée pour les jeunes en situation de décrochage scolaire, et qui vont se présenter, vont demander, solliciter un rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère en mission locale. Donc, c'est bien à l'occasion de cet entretien qu'il va y avoir un diagnostic qui va être posé. Ce temps de diagnostic est extrêmement important.
Ce diagnostic va porter sur plusieurs dimensions. Évidemment, la question des compétences à travers tout un questionnement autour de la formation passée. Évidemment, les choix professionnels qui peuvent être celui du jeune, c'est la dimension orientation, dans l'idée effectivement que puisse se construire à un moment un parcours, un véritable parcours vers l'emploi et l'autonomie. Une des différences des missions locales par rapport aux autres acteurs, c'est la notion de globalité de prise en charge avec évidemment des interrogations sur la question de l'emploi et de la formation, mais aussi sur les questions de mobilité, sur les questions de santé, sur les questions de logement, sur les questions de handicap. L'idée étant que les propositions qui sont faites par le conseiller dans le cadre de la démarche d'accompagnement soient vraiment le plus adaptées possible à la situation du jeune. Et évidemment aussi du point de vue des mises en relation qui peuvent être faites, par exemple, avec des entreprises. Et cette idée d'accompagnement, c'est un mot important en mission locale. Ces accompagnements, pour un certain nombre d'entre eux, vont être contractualisés, c'est-à-dire qu'il va y avoir un véritable engagement du jeune et du conseiller dans cette stratégie, entre guillemets, vers l'emploi, la formation et l'autonomie, à travers notamment le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, le PACA, dont la phase la plus renforcée est déjà bien connue de beaucoup de participants, à savoir la garantie jeune, qui est une phase qui met l'emploi en priorité, avec notamment la possibilité de multiplier les immersions et les expériences en milieu professionnel pour aller vers l'emploi. Donc voilà, on est, vous l'avez compris, c'est un schéma général. Hein. Ensuite, chaque mission locale, bien entendu, va organiser différemment sa stratégie d'accueil. Dans le cadre de la crise sanitaire, il y a quelques mois, les missions locales sont évidemment restées très actives auprès des jeunes, mais en mettant en œuvre des modalités d'accompagnement un petit peu différenciées, notamment à travers des situations distancielles. Voilà très rapidement la présentation du réseau des missions locales et je reviendrai sur la place de notre réseau sur les questions de décrochage à travers la présentation des plateformes de suivi et d'appui au décrochage. Ok, merci beaucoup Xavier. Donc effectivement, alors juste sur la technique, on a des petits problèmes d'écho, donc nos voix est un peu spatiale, mais a priori on reste quand même compréhensible, heureusement. Je vois que vous êtes très actifs sur le chat et je vous en remercie. Il y a notamment pas mal d'échanges sur le rôle des CIO et en fait Rémi Noisier a prévu d'en reparler tout à l'heure et notamment dans le cadre en fait d'un zoom qu'on va faire spécifiquement sur les PSAD qui sont des plateformes de suivi et d'accompagnement aux décrocheurs qui sont pilotées à la fois par les missions locales et par les CIO. Donc on y revient tout de suite après la présentation de Vanessa sur le rôle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que depuis 2015, donc la loi confère aux régions avec les autorités académiques le pilotage et l'animation des actions de prise en charge des jeunes sans qualification. Donc pour ce faire, la région a voté fin 2017 une politique cadre d'insertion de ces jeunes autour de 4 axes. Le premier qui consiste à mobiliser les compétences régionales en intégrant les problématiques de prévention du décrochage au niveau de l'orientation et de la construction de la carte des formations dont vous a parlé Rémi. Et cet axe comprend aussi l'animation des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs dont Xavier va vous parler tout de suite après. Nous avons un deuxième axe qui s'intitule Former pour insérer et qui comprend du coup le soutien à des structures territoriales telles que, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais en tout cas mentionner les 10 écoles de la deuxième chance, les 10 écoles de production, les 2 lycées Nouvelle Chance et micro-lycées qui sont situés en région. Pour le troisième axe qu'on a appelé insérer pour former, il consiste à mettre en œuvre donc une démarche innovante intitulée Intervention sur les offres et les demandes que j'expliciterai tout à l'heure. Et ce soutien régional consacré à cette politique s'élève à 21 millions d'euros par an. Et permet d'accompagner plus de 8000 jeunes. Donc, c'est un nombre qui peut représenter plusieurs années de décrochage, malheureusement, pour un jeune.
Enfin, le quatrième axe est relatif au pilotage d'une gouvernance multipartenariale. Donc, comme vous pouvez le voir en diapo suivante, nous avons dans cette convention signée en 2019 9 institutions qui sont bien évidemment l'éducation nationale, la préfecture, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la direction interrégionale de la protection judiciaire, donc de la jeunesse, le ministère des Armées, l'association des missions locales Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle emploi. Donc chacun de ces partenaires s'est engagé à mener des actions qui sont suivies dans le cadre d'un plan d'action et coordonnées lors d'un comité de pilotage trimestriel. Voilà, donc je crois que à toi Xavier pour les plateformes de suivi et d'appui décrocheurs qui suscitent, je crois, beaucoup de questions. Je répondrai sans doute pas à toutes les questions, mais pour repréciser très rapidement ce que sont les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, les PSAD, donc qui existent depuis 2010 dans le paysage. Alors, ce ne sont surtout pas de nouvelles structures qui viendraient compléter le maillage voilà, que l'on connaît déjà à travers un certain nombre d'acteurs qui ont été cités ce matin. Ce sont plutôt des instances locales très partenariales et cette dimension partenariale va se renforcer encore plus, on l'évoquera dans quelques minutes, à l'occasion du déploiement de l'obligation de formation. L'idée étant vraiment que dans ces instances, eh bien, tous les partenaires concernés par la question du décrochage scolaire puissent se retrouver, partager des informations évidemment sur les jeunes repérés à travers évidemment les listes du système interministériel qui était évoqué par Rémi précédemment, mais aussi par des acteurs qui peuvent avoir repéré des jeunes gens qui sont entre guillemets sortis des radars. Et l'objectif, c'est bien à un moment qu'on essaye d'avoir la meilleure exhaustivité possible dans le repérage de ces jeunes. Le sujet du repérage a été évoqué aussi précédemment. Et puis, c'est aussi la volonté de coordonner l'intervention des acteurs, puisque les uns ou les autres, nous pouvons avoir des actions qui peuvent être intéressantes pour ces publics-là. Et donc, l'idée étant d'apporter la réponse la plus intéressante pour le jeune ou la jeune que nous avons en face de nous, et puis d'avoir, entre guillemets, quelqu'un qui va être référent un peu de ce parcours. Les PSAD donc, sont co-animés en Auvergne-Rhône-Alpes et cette pratique va être généralisée à l'occasion du déploiement de l'obligation de formation dans d'autres régions. On est dans une logique de co-animation par un directeur ou une directrice de CIO et un directeur et une directrice de mission locale. Et comme Vanessa l'a dit précédemment, le réseau des PSAD est animé de manière institutionnelle par le Conseil régional en partenariat avec les autorités académiques. Et ces plateformes ont été, qui ont une dizaine d'années d'existence, ont été fortement questionnées à l'occasion du déploiement de la nouvelle obligation de formation. Cela sera représenté lors du prochain webinaire du mois de novembre. Voilà, ces PSAD sont vraiment au cœur de la nouvelle obligation de formation avec un périmètre, avec un zoom entre guillemets, puisque le périmètre des PSAD ne va pas changer, mais on va vraiment aussi avoir un zoom assez fort sur la question des jeunes de 16 à 18 ans. Et comme vous allez le voir dans la diapositive suivante, les PSAD, alors voilà, désolé pour la faible visibilité, mais vous retrouverez évidemment cette diapositive dans le document qui est mis en téléchargement. Voilà, l'idée c'est vraiment autour du binôme de co-animateurs que j'ai évoqué précédemment, d'avoir un maximum d'acteurs qui vont concourir à ces questions à la fois de prise en charge de jeunes en situation de décrochage, mais aussi des jeunes qui seront soumis à l'obligation de formation. On reverra donc dans le webinaire du 24 novembre que ces deux notions ne se recouvrent pas tout à fait. Voilà. Et l'idée, c'est que dans ces
dans ces plateformes, eh bien, on puisse avoir une large palette d'acteurs. Évidemment, tous les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle. Vanessa évoquait précédemment les écoles de production, les écoles de la deuxième chance. Elles vont évidemment et elles sont bien évidemment dans les PSAD. Sont aussi toutes les structures qui à un moment peuvent être en lien avec des jeunes en situation de décrochage il n'y a pas évidemment que Pôle emploi, les missions locales qui sont dans cette situation-là, les réseaux information jeunesse, les réseaux aussi de prévention ou de prévention spécialisée, tous les acteurs qui relèvent de l'éducation nationale sont en contact avec ces publics-là. Donc évidemment, ils ont toute leur place dans le périmètre des PSAD, et puis ce sont aussi évidemment les collectivités parce qu'elles ont des services jeunesse, elles ont des services par exemple plutôt centrés sur les questions sociales, peuvent à un moment ou à un autre repérer des publics qui potentiellement peuvent être pris en charge et suivis aussi par les PSAD. Voilà, donc on voulait vous retrouver sur ce schéma qui n'est largement pas exhaustif, tous ces acteurs qui vont pouvoir être dans les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Sur le plan du fonctionnement, aujourd'hui, on a des fonctionnements qui vont tendre à s'harmoniser puisque dans le cadre de l'obligation de formation, on attend aussi un certain nombre de textes qui vont préciser le fonctionnement de ces plateformes qui vont être rénovées, entre guillemets, sur le plan de leur composition et de leur fonctionnement. Merci Xavier. On voit vraiment en tout cas que ce schéma montre que il y a l'éducation nationale, les missions locales, la région, mais ensuite il y a tout un réseau d'acteurs et de partenariats qui se mettent en place en fait sur les territoires pour répondre à cette problématique du décrochage scolaire. Peut-être une petite question de ma part, c'est combien de plateformes de PSAD en Auvergne-Rhône-Alpes et comment les localiser et savoir qui sont les référents de ces PSAD? Ah ben oui, il faut savoir qui répond. Alors ben, je crois qu'il y en a 48 à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je suis plus très sûr de mon chiffre. Est-ce que c'est 48 ou 46 Et après, 42, je crois. Merci Vanessa. 42. Effectivement, 42 plateformes. Et donc après, effectivement, comment les repérer? En fait, nous, elles recoupent globalement la carte des centres d'information et d'orientation. Il y a à peu près un CIO par bassin de formation. Donc on va dire dans les préfectures et les sous-préfectures, en gros, voilà, de départements, si on fait les choses de manière très schématique. Après, encore une fois, enfin, plus d'éléments dans l'étude, je pense que vous avez la carte des PSAD. Donc, comme Xavier effectivement l'a précisé, le directeur de centre d'information et d'orientation est co-animateur de la plateforme de suivi d'appui aux décrocheurs avec son collègue directeur ou directrice de la mission locale. Donc, une des manières de contacter finalement les acteurs de cette PSAD au niveau local, c'est de contacter l'un ou l'autre. Ok, merci. Donc il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais pas pouvoir toutes les poser, mais par contre, comme l'a dit Christine Fleury de Via Compétences, en fait, on mettra en place une foire à questions dès la semaine prochaine pour répondre vraiment à toutes vos questions. Donc on a parlé du rôle des CIO. Il y avait des questions un peu sur les relations finalement entre les acteurs institutionnels et les acteurs non institutionnels. Est-ce que vous avez des compléments à apporter par rapport à cette question? Oui, ce qu'on souhaite en fait, nous, c'est que localement, sur le terrain, les acteurs institutionnels et les acteurs non institutionnels interagissent et se rencontrent. Donc effectivement, on a parlé des bassins de formation, des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Donc il y a des réunions en fait des acteurs de ces plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Donc dans l'académie de Clermont-Ferrand, on parle de cellules de veille éducative en fait qui se réunissent en gros toutes les 6 semaines, on va dire presque tous les 2 mois, et qui essayent de concentrer un maximum d'acteurs institutionnels ou pas pour traiter de manière effective les situations des jeunes qui sont repérés comme décrocheurs. On a exactement ou en voie de décrochage. On a exactement la même organisation sur les académies de Lyon et de Grenoble avec les comités opérationnels de suivi. Donc effectivement, nous, on souhaite, et c'est le message qu'on portera plus loin, que tous les acteurs qui interagissent plus ou moins avec le décrochage scolaire se tournent vers nous et qu'on puisse faire des réunions multipartenariales.
On voit l'importance finalement du rôle des réseaux sur les territoires. Il faut que les acteurs se connaissent, apprennent à se connaître et apprennent à travailler ensemble en fait. Et c'est vrai que c'est comme en fait c'est différent sur chacun des territoires, c'est compliqué d'arriver un peu à harmoniser les pratiques et c'est quelque chose qui se fait finalement avec le temps, hein, si je comprends bien. Mm. Ok. Après, il y avait une question alors qui rejoignait plutôt un peu sur le décrochage scolaire. En fait, il semblerait que les décrocheurs se retrouvent beaucoup en lycée professionnel. Est-ce qu'il y a des éléments à apporter par rapport à cette question? Oui, c'est vrai que bon, j'aurais pu compléter mon propos, mais j'aurais pu effectivement, plutôt que de parler du décrochage scolaire en 20 minutes, en parler pendant 1 heure. Donc, je ne pouvais pas tout dire, mais effectivement, hein, dans les causes internes, on va dire, du décrochage scolaire, on constate effectivement que certaines formations de lycée professionnel sont malheureusement plus pourvoyeuses de décrocheurs que d'autres. Après, bah, ce sont des formations qui sont des fois peu insérantes. Voilà, il y a un certain nombre de formations de bac pro tertiaires, hein, qui sont hyper demandées par les jeunes, mais pour autant qui derrière débouchent assez mal sur l'emploi. Voilà, donc là, le ministère effectivement fait des études assez régulièrement sur le sujet. Et quand on réforme, en fait, quand on rénove le système éducatif, donc c'est le cas actuellement de la transformation de la voie professionnelle, hein, qui a été annoncée et qui est en œuvre, enfin qui est en cours dans les lycées professionnels, c'est aussi pour répondre à cette problématique du manque d'insertion derrière un bac pro ou un CAP, et qui du coup répond de fait à la lutte contre le décrochage scolaire. Ok, merci Rémi. Je vais vous proposer en fait d'enchaîner sur la troisième partie. Comme je vous le redis, hein, par rapport à toutes les questions qui sont posées, une fois la question sera disponible. Et à la fin du webinaire, en fait, je vais vous donner quelques liens pour aller plus loin sur le décrochage. Et nous avons notamment sur le site de Via Compétences en fait un dossier thématique, à mon avis, qui peut répondre à pas mal de vos questions sur le chat. Et je pense que Christine, qui est en charge d'ailleurs du dossier thématique, en fait, pourra faire des liens pour répondre à vos questions. Ok? Donc, je vous propose de passer à la troisième partie qui va finalement apporter des réponses à la question du jour du webinaire. Quels sont les enjeux actuels de la lutte contre le décrochage scolaire et les mesures en faveur du raccrochage en emploi et en formation. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui se retrouvent notamment sur l'harmonisation des pratiques des PSAD. Donc, je vais donner la parole à Vanessa pour démarrer sur le premier enjeu actuel sur le sujet du jour. Je pense que vous avez, par vos questions, pointé l'un des enjeux qui nous occupe en comité de pilotage avec Xavier, Rémi et puis l'ensemble des partenaires. C'est une harmonisation des pratiques parce que sur les 42 plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, les pratiques sont différentes selon les territoires, selon les contextes, selon pour tout un tas de raisons. Et nous avons voulu justement tenter d'harmoniser un petit peu les choses, mais ce n'est qu'une tentative, en mettant en place un cadre de référence commun. Donc pour l'ensemble des 42 plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, qui vise, je dis bien qui vise, à préciser les modalités de fonctionnement de ces instances et permettre une harmonisation des pratiques tout en respectant les spécificités des territoires. Donc, il y a bien un enjeu pour associer le maximum de partenaires possibles, donc institutionnels et non institutionnels au sein de ces instances. Et en vous écoutant, en vous lisant poser vos questions, je me disais que l'un des enjeux peut-être sur lesquels nous pouvions travailler, Rémi et Xavier, c'était à donner une visibilité finalement à ces plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs qui n'en ont peut-être pas suffisamment. Et ça pourrait être peut-être intéressant qu'on puisse travailler là-dessus. Et on pourra, je pense, en parler avec les co-animateurs dès le mois d'octobre, puisque nous allons organiser des réunions interacadémiques à distance avec vous, messieurs, dames, donc des CIO et des missions locales, pour permettre l'expression des besoins en termes d'animation régionale. On espère pouvoir tenir des réunions territoriales qui étaient initialement prévues au printemps. Je vous laisse deviner pourquoi elles ne se sont pas tenues et qui suivront quand la situation sanitaire le permettra. Un autre enjeu que nous avons identifié aussi, c'est celui d'améliorer la communication.
En effet, on travaille en comité de pilotage et avec Via Compétences à une amélioration de la communication, cette fois à l'attention des jeunes et des familles. Donc, sachant que les jeunes passent jusqu'à 12 heures par jour sur les réseaux sociaux. On se dit que l'objectif est de communiquer sur Snapchat, sur Instagram, en adaptant les messages en langage jeune, si je peux m'exprimer ainsi, et aussi grand public pour les familles qui se trouvent, pour certaines, a priori, davantage sur Facebook. Et on souhaite aussi élargir donc l'information sur le répertoire des mesures que Boris va vous présenter ultérieurement, donc auprès des professionnels qui sont en contact avec les jeunes et notamment aussi les professionnels de santé, par exemple. Merci Vanessa. Je vais donner la parole à Rémi pour un troisième enjeu. Oui, merci. Donc effectivement, la crise sanitaire et la période de confinement qui a débuté en mars 2020 nous a inquiétés quant à la possibilité, effectivement, au risque que les élèves les plus fragiles décrochent pendant la crise sanitaire et ne puissent pas effectivement suivre l'enseignement à distance, voilà, pour diverses raisons, que ce soit à la fois des difficultés scolaires ou des difficultés d'ordre technique. Donc on a mis en place un plan de prévention régionale de lutte contre le décrochage scolaire dans le cadre de la crise sanitaire, donc en mai-juin dernier, lorsque les élèves sont revenus à l'école. Bien évidemment, il est toujours en vigueur et il donne une large part à la prévention. Il s'agit vraiment de traiter à l'école primaire comme au collège et comme bien évidemment au lycée les causes du décrochage et notamment lutter contre l'échec scolaire précoce, donc mettre en place des mesures pour adapter la pédagogie aux besoins des élèves. Et parallèlement, donc on a mis tous nos services et notamment bien évidemment les centres d'information et d'orientation sur la question du repérage pour pouvoir distinguer en tout cas deux publics. Alors le premier de ces publics, c'est les jeunes qui sont en risque de décrochage scolaire, donc c'était tous les jeunes qui sont en difficulté scolaire du fait du confinement, voilà, ou qui étaient en difficulté scolaire auparavant, mais en tout cas que pour lesquels le confinement a accentué les difficultés scolaires. Donc j'allais dire, ces jeunes-là, la plupart sont finalement bien identifiés, retournés en classe et donc seront pris en charge dans les classes, donc que ce soit effectivement de l'école au lycée. Et on a travaillé aussi sur un autre public qui est les jeunes qui avaient réellement décroché. Tous ceux qui, en fait, ont rompu tout contact avec l'école, que ce soit effectivement, encore une fois, du primaire au lycée, pendant la période de confinement. Donc nos services, les services d'information et d'orientation en général, ont élaboré effectivement une liste de jeunes décrochés injoignables. Donc à titre d'information, il y en avait à peu près 3000 en juin-juillet dernier à l'échelle de la région académique. Et on a suivi, traité ces situations. Aujourd'hui, en réalité, 2/3 de ces jeunes sont retournés à l'école à la rentrée, sont retournés en scolarité. Voilà, donc ça c'est un enjeu actuel qui est contextuel, qui est lié à la crise sanitaire, mais qui va effectivement qui va nous occuper bien plus longtemps que va durer la crise sanitaire, puisqu'il va falloir effectivement plusieurs mois, voire plusieurs années, pour qu'on arrive à pallier les effets de ce confinement qui a obligé effectivement les élèves, qui a pu générer du décrochage scolaire chez les élèves. Merci Rémi. Donc je vais maintenant passer la parole à Xavier qui va nous parler justement de la mise en œuvre de l'obligation de formation et va faire finalement un petit teasing sur le webinaire en fait qui aura lieu en novembre prochain. Oui, alors effectivement, c'est un enjeu aussi que la mise en place de cette obligation de formation
cette obligation de formation qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'idée étant que on sait que des jeunes qui à un moment peuvent se trouver en situation de décrochage, mais je le redis, hein, on peut avoir moins de 18 ans et avoir obtenu son diplôme, mais pour autant on sera bien soumis à l'obligation de formation. Mais voilà, on sait qu'il y aura une proportion relativement importante de jeunes entre 16 et 18 ans qui seront évidemment soumis à l'obligation de formation et qui sont aussi des jeunes en situation de décrochage. Et on sait que le risque qui a été pointé au début de notre webinaire, c'est le risque d'un éloignement durable des publics, des institutions ou de structures tout au moins qui permettent de ne pas perdre de vue le jeune. Et donc le législateur, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, a souhaité prolonger en fait l'obligation de scolarisation par une obligation de formation qui va faire que tous les jeunes qui seront donc entre 16 et 18 ans eh bien, seront dans une obligation d'être dans une situation, voilà, de ne pas être NEET, et donc d'être soit dans une situation de retour en scolarité, finalement, dans une prolongation de la scolarité, soit dans une situation de formation, soit dans une situation d'emploi, soit dans une situation d'accompagnement, puisque, comme nous l'avons dit, pour un certain nombre d'entre eux, le processus de raccrochage va être plus ou moins long et donc va nécessiter qu'il y ait un référent ou une référente qui soit là pour accompagner toute cette phase de remobilisation. Et donc, cette obligation de formation a été instaurée par l'article 15 de la loi sur l'école de la confiance en 2019 et est rentrée opérationnellement en vigueur le 1er septembre prochain, même si nous sommes encore en attente d'un certain nombre de textes qui vont préciser les modalités opérationnelles de fonctionnement de cette obligation de formation. Donc, l'idée, dans le cadre de cette obligation de formation, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, c'est vraiment de dire que les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, qui finalement agglomèrent déjà autour d'elles un nombre important de partenaires, eh bien ces PSAD vont avoir une place centrale pour pouvoir élargir encore plus, entre guillemets, le cercle des acteurs institutionnels et non institutionnels. C'est aussi, comme le disait précédemment Vanessa, une possibilité et un objectif d'améliorer la communication à destination des jeunes et de leurs familles, puisque nous sommes là sur des mineurs, donc la question de l'association des représentants légaux est extrêmement importante. Et puis, c'est aussi évidemment l'idée de fluidifier et d'améliorer et d'accélérer, entre guillemets, les échanges d'informations de manière à ne pas amener les jeunes à se trouver voilà, éloignés à un moment d'une idée de parcours et d'accès à l'emploi ou à la formation. Et puis, du point de vue effectivement des solutions à apporter aux jeunes, eh bien, c'est aussi l'idée de réinterroger les dispositifs qui existent. Voilà, il y a des outils, entre guillemets, qu'on connaît bien, certains qui sont d'ailleurs cités par les textes réglementaires qui encadrent l'obligation de formation, mais c'est aussi l'idée qu'on puisse expertiser d'autres formes de solutions pour des jeunes à travers notamment la manière d'aller les capter, entre guillemets, dans leurs espaces de vie. C'est notamment le cadre de l'appel à projet Repérer, mobiliser, financé par l'État, qui s'inscrit aussi dans cette logique-là. Et puis, pour les missions locales, c'est aussi un nouvel enjeu, puisque les missions locales ont, entre guillemets, une nouvelle mission qui est celle de contrôler le respect de l'obligation de formation, évidemment en s'appuyant sur les partenaires et évidemment à travers l'instance qu'est la plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs. Mais voilà, tous ces sujets-là seront évidemment largement reprécisés à la fois lorsque tous les textes auront été publiés, mais on l'espère aussi à l'occasion du webinaire du 24 novembre prochain. Merci Xavier. Donc je vais laisser la parole à Vanessa qui va nous présenter un dernier enjeu. Oui, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, le Conseil régional a décidé d'axer un des volets de sa politique sur une expérimentation d'une méthode qui s'appelle Intervention sur les offres et les demandes, acronyme IOD. Donc qui consiste à déployer des services de médiation active qui permettent d'offrir à la fois aux entreprises un service d'appui au recrutement et à l'intégration, et à la fois aux jeunes, bien évidemment, un service d'accès aux entreprises et d'intégration en emploi,
via un recrutement sans CV, une mise en relation sur le poste de travail et un suivi post-embauche. Donc, nous avons lancé 2 appels à projets en partenariat avec l'association Transfert qui développe cette méthode. Plus de 60 professionnels de 12 structures différentes ont été formés, dont une majorité de missions locales, mais aussi de chambres des métiers et de centres de formation des apprentis spécialisés, afin de mettre en œuvre cette démarche en région. Et il me reste, je crois, 1 minute pour vous présenter la dernière diapositive qui vous donne les résultats donc de ces 2 premières années d'expérimentation, période de confinement inclus, puisqu'ils sont très encourageants. De septembre 2018 à août 2020, plus de 1500 jeunes, 2500 entreprises ont été accompagnées avec plus de 1000 démarrages de contrats dont la moitié sont durables, avec pour objectif d'ici 2022 d'accompagner 3000 jeunes et 5000 entreprises. Donc, l'essaimage de cette méthode est prévu pour les missions locales, donc dans le cadre du plan régional de relance emploi-formation qui vient juste d'être voté. Et je vous invite à découvrir, alors pas maintenant, mais la méthode en image, donc en cliquant sur le lien en bas de la diapositive, ainsi que de prendre connaissance des contacts qui mettent donc la méthode en œuvre dans les territoires, sur les documents également en lien. Voilà. Boris, c'est formidable, c'est midi pile. Oui, il est midi, mais on a encore un tout petit peu de temps. On va pas clôturer pile à midi, puisqu'en fait, moi, je souhaitais surtout vous présenter quelques ressources pour aller plus loin, puisqu'en fait, ce webinaire avait pour objectif vraiment d'apporter des éléments de cadrage sur le phénomène du décrochage scolaire. Mais sachez qu'après, il existe beaucoup de ressources, que ce soit auprès de Via Compétences ou auprès des différents acteurs, pour aller plus loin. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Et ce que je vois aussi à travers les échanges et les questions que vous avez pu poser, c'est qu'il y a vraiment un besoin pour les acteurs finalement de faire connaître ce qui existe. Il y a un besoin de faire connaître les actions, il y a un besoin de faire connaître les acteurs et toutes les questions que vous allez poser, je pense qu'on va y retravailler lors du fameux comité de pilotage dont on vous a parlé tout à l'heure, où il y a les principaux acteurs justement autour du décrochage et on vous apportera après soit en fait des éléments sur le site internet, soit de nouveaux webinaires pour vraiment creuser certains sujets. Je vois par exemple tout à l'heure les PSAD, voilà, qui est quand même finalement un acteur clé qui va permettre de faire le lien avec tous les acteurs sur les territoires. Si besoin, on peut mettre en place facilement en fait un webinaire pour vous en parler. Donc voilà, sachez qu'aujourd'hui c'est vraiment la première pierre finalement à l'édifice en termes de communication auprès de vous en tant que professionnel sur le décrochage, mais en fonction de vos besoins, on pourra ensuite multiplier ce type d'action vraiment pour vous outiller à accompagner ce type de public et vous outiller à connaître les acteurs finalement qui travaillent sur ce sujet-là, sur ce sujet qui est très vaste et on voit finalement que beaucoup d'acteurs peuvent entrer dans le process en fait d'accompagnement de jeunes décrocheurs. Donc, juste une petite conclusion que j'avais faite pour dire que voilà, le décrochage, c'est un enjeu de société. On a vu que finalement, dans le process de décrochage, il y a 4 étapes. Il y a l'étape de prévention, l'étape d'intervention, de repérage et de remédiation. Donc, et selon les étapes, ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs qui interviennent. On a vu que, outre finalement les missions locales, l'éducation nationale et la région, il y a de nombreux acteurs qui interviennent sur le décrochage. Les PSAD peuvent faire le lien sur les territoires, mais il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui travaillent ensemble et il y a un enjeu de partenariat et de réseautage finalement important. Et on a vu ensuite plusieurs enjeux, l'harmonisation des PSAD, la communication auprès des pros, mais aussi du grand public pour qu'ils puissent savoir ce qu'il existe, puisque c'est important que vous sachiez ce qu'il existe, mais il faut aussi que les jeunes et les familles qui sont en situation de décrochage puissent savoir ce qu'il existe. Et là, on va mettre des choses en place sur ce sujet-là. On a vu qu'il y a la mise en œuvre de l'obligation de formation depuis le 1er septembre. Et donc, petit à petit, on va voir les actions qui vont être mises en œuvre pour répondre à cette obligation formation. Et donc vraiment, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez aller plus loin dès à présent à travers notamment en fait les ressources qui sont mises en ligne sur le site de Via Compétences. Donc en support d'ailleurs téléchargeable, on vous a mis un format A4 qui vous rappelle tout ce qui est disponible sur le site et notamment en fait un dossier thématique qui peut répondre à de nombreuses questions qui ont été présentes en fait via le chat aujourd'hui. Il y a des éléments de définition, il y a des études et pas que des études qui sont réalisées en région mais aussi des études nationales. Il y a des informations sur les acteurs
qui sont les PSAD, comment elles fonctionnent, etc. Et il y a surtout aussi un outil qui peut être très facilement mobilisable pour vous et qui peut être très utile, c'est le fameux répertoire de mesures pour l'accompagnement de jeunes déscolarisés. Il y a un travail partenarial qui a été mené depuis maintenant plus d'un an pour regrouper en fait dans une base d'informations toutes les actions qui peuvent être utilisées pour accompagner des jeunes déscolarisés. Et donc, c'est un répertoire qui est disponible sur notre site, qui n'est pas forcément connu, mais qui mérite de l'être, puisqu'en fait, ça peut être un véritable outil pour vous, acteurs de terrain, pour savoir ce qu'il existe pour accompagner des jeunes, des solutions les plus connues aux moins connues. Donc, vraiment, je vous invite à utiliser ce répertoire qui a une vocation très opérationnelle. Voilà, je me permettais d'utiliser un petit peu de temps vraiment pour vous parler de cela. Je vais regarder s'il y a des questions peut-être que je peux poser aux intervenants. Une de Anne-Hélène, par exemple, où trouver le détail du plan régional de relance pour les jeunes? Donc, je pense que c'est pour Rémi. Non, je pense que c'est plutôt pour... Ou alors c'est pour Vanessa. C'est quoi la question? C'est par rapport au plan de relance En fait, c'est les infos sur le plan régional de relance pour les jeunes. Donc, vous avez parlé tout à l'heure au niveau des enjeux. Non, mais c'était le plan régional de lutte contre le décrochage scolaire dans la crise sanitaire. Moi, alors après, je veux bien en reparler, mais je n'ai pas de détails comme ça communicables. C'est un plan qui est interne à l'éducation nationale. Je pense que c'est pas un document de formation. Oui, Vanessa. Est-ce qu'il s'agit du coup de ce que j'ai évoqué, qui n'est pas le plan de relance régional pour les jeunes, mais le plan régional de relance emploi-formation. Donc c'est global pour l'ensemble de la région et l'ensemble des personnes sur le sujet de l'emploi-formation. Il n'est pas spécifique aux jeunes. D'accord. Et effectivement, c'était pour vous, Vanessa, excusez-moi. Et il vient d'être voté, alors là, juste cet été. Donc, je vous avoue que je pense que la délibération est quand même devenue exécutoire. Il devra se trouver sur le site de la région très prochainement, je suppose. Ça marche. Il est 12h06, donc voilà, afin de respecter le timing horaire, je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Par contre, je vous répète à nouveau que nous allons mettre en place une foire à questions très rapidement, qui sera en lien avec le replay du webinaire et qui permettra en fait de répondre à toutes vos questions et aussi de vous donner alors soit des contacts, soit des liens internet pour aller chercher l'information, puisque j'ai vu qu'aussi pas mal d'entre vous cherchaient un peu savoir finalement à qui communiquer et comment. Donc, on essaiera vraiment, en lien avec Vanessa, Rémi et Xavier, de répondre à toutes vos questions et on vous informera lorsque cette foire à questions sera en ligne. Voilà. Et donc, je vous propose de terminer ce webinaire en vous faisant voilà, le teasing du prochain webinaire sur le décrochage scolaire qui aura lieu le 24 novembre prochain, même horaire, 11h, et qui sera qui sera réalisé en lien avec la Direct Auvergne-Rhône-Alpes et qui parlera spécifiquement de la mise en œuvre de l'obligation de formation, finalement 2 mois après son application, puisqu'elle est en vigueur depuis le 1er septembre. Il me reste à remercier les intervenants. Merci beaucoup Vanessa, Xavier et Rémi d'avoir voilà, pris de votre temps aujourd'hui pour faire cette présentation voilà, qui était importante à nos yeux mais à vos yeux aussi, puisque c'est important d'avoir un contact avec les acteurs de terrain et je pense que c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir renouveler pour répondre aux besoins des participants. Remercier l'ensemble des participants. Vous étiez près de 200 à nous suivre aujourd'hui. Voilà, si vous avez des collègues qui n'ont pas suivi le webinaire, n'hésitez pas à leur dire que le webinaire sera disponible en replay. Et il me reste aussi à remercier les collègues de Via Compétences qui ont travaillé avec moi pour organiser ce webinaire, notamment Christine Fleury, Régis Berry, Aurélie Sabatier et aussi Marion Bouche qui nous a aidé à finaliser le PowerPoint. Donc merci à toute cette équipe puisque voilà, ça nous a permis de mettre en place finalement un webinaire en 2 mois puisque l'idée avait été émise fin juin et voilà, le 15 septembre, on a réussi à faire ce premier webinaire qui à mon avis est le premier d'une longue série. Donc voilà, j'espère que en tant que participant, vous avez été intéressé par le webinaire et on vous donne rendez-vous très vite pour voilà, de prochains webinaires sur le décrochage, mais aussi sur d'autres thèmes. Donc merci à tous et toutes pour votre attention et merci aux intervenants et à ceux qui m'ont aidé à organiser le webinaire. Au revoir tout le monde, à bientôt. Merci, au revoir.